se retrouve pour de nouveaux avis lecture avec de la fantaisie mexicaine et de poids lourd du fantastique, un classique et une sortie très récente. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Attention, instant secret de tournage. Dans cette vidéo, comme sans doute dans la précédente que vous aurez vue, je suis en gros pull parce que je ne sais pas si vous connaissez ça, ceux qui ont vécu en appartement avec chauffage collectif, mais on est à ce moment de l'année où ils n'ont pas encore réactivé le chauffage central, mais il fait déjà super froid, donc on se les gèle, voilà. Le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit de Gods of Jade and Shadow de Silvia Moreno Garcia. Et je crois que c'est la première fois que je vais vous parler d'un flop sur ma chaîne. Je me suis procuré ce livre parce que je m'étais fixé cet été de lire au moins un ouvrage de fantasy latino-américaine. J'ai fait des recherches avec cette idée en tête et force est de constater que j'ai eu du mal à trouver des livres d'auteurs natifs de cette région et en même temps traduits en anglais. Oui, parce qu'avec mes pauvres restes d'espagnol du lycée, clairement, c'est pas possible. Je suis tombée sur ce titre, j'étais ravie puisqu'il s'agit d'une autrice mexicaine et qu'on nous promet une plongée dans le folklore mexicain. Tout ça dans les années 20, donc une période que j'aime beaucoup, avec ce côté un petit peu jazzy et tout. Plus exactement, ça nous promet un conte de fées revisité et sombre, surtout dans la mesure où l'héroïne principale va rencontrer un dieu de la mort, Maya. Et effectivement, il faut admettre que le début est très déjà vu et fait très conte de fées. Ça démarre dans un petit village mexicain très pauvre et très conservateur. Depuis la mort en fait de son père, l'héroïne et sa mère sont exploitées par la famille de son grand-père. Et l'héroïne, Cassiopeia, est même le souffre-douleur de son cousin qui est absolument insupportable. Et bon, cette situation est complètement assumée en fait dès le début par l'autrice puisque elle compare son héroïne, donc Cassiopeia, à une Cendrillon des temps modernes. Donc je me suis dit, ok, on est dans un conte de fées revisité, on va voir ce que ça donne. Et avancé dans ma lecture et finalement j'ai abandonné au bout de 91 pages. Il faut savoir qu'il y a un premier truc qui m'a énervée assez rapidement et qu'ensuite je suis retombée sur un deuxième truc de ce type et là j'ai décroché. Voilà. Premier élément qui m'a fait tiquer. L'héroïne libère un dieu du royaume des morts. Alors moi, je me frotte les mains et je m'attends à un truc bien sombre, bien dark et bien badass puisque vous vous rappelez, c'est un petit peu ça qu'on m'a vendu quand même. Mais le premier truc qui se passe, c'est que ce dieu de la mort se matérialise à poil et qu'il est tellement beau et musclé qu'on nous fait comprendre que l'héroïne, qui est une jeune adolescente, est en pamoison devant lui. Voilà. Déjà, je réalise que j'avais pas percuté, mais que qui dit conte de fées dit qu'il va forcément y avoir une romance. Et vous commencez un petit peu à connaître mon rapport à la romance, vous savez que s'il y en a une, je vais être difficile. Et donc le deuxième truc, le pompon, dirais-je. Au bout d'un moment, Cassiopeia et donc le dieu de la mort se rendent à Veracruz pendant le carnaval. Alors ok, pourquoi pas et tout, l'ambiance est sympa. Où ils doivent se confronter avec un autre dieu qui détient de précieuses informations qu'ils doivent obtenir. Là, donc le dieu de la mort explique à Cassiopeia qu'elle va devoir l'aider à approcher cet autre dieu, puisque si c'est lui qui y va et qui le sent entre guillemets son aura, eh ben, il va se faire la malle et ce sera foutu. L'idée du dieu de la mort, c'est quoi? C'est de l'envoyer faire l'appât en tenue de cuir pour que l'autre dieu, qui manifestement est un obsédé,
se jette sur elle, l'entraîne dans une ruelle, la plaque contre un mur, lui vole son premier baiser, mais que à cette occasion, elle puisse lui passer des menottes et qu'il soit pris au piège. Quoi? Non mais sérieux, t'as eu que ça comme idée, il y avait que ça comme moyen pour arriver à choper ce foutu dieu? À la limite, le dieu en question aurait été le dieu de la luxure. Bon, c'est déjà tordu, hein, mais pourquoi pas, admettons. Mais là, c'est un dieu du climat, c'est un dieu de la météo. Quel est le rapport? Il n'y avait pas une ruse plus ingénieuse à trouver? Non mais parce que si c'est le dieu de la pluie et du beau temps, je sais pas, fais-en quelque chose. Non, la seule et unique solution pour y arriver, c'était que l'héroïne, qui est une adolescente, se fasse à moitié agresser. Je m'arrête là. 90 pages, peut-être que j'ai jugé trop vite. Si vous avez lu l'intégralité de ce livre, n'hésitez pas à me le dire si au fond ça vaut le coup de continuer. En plus ça m'attriste parce que j'ai vu que Miskatonic Asso, qui est un collectif on va dire de fans de l'œuvre de Lovecraft, venait de sortir une interview de Silvia Moreno Garcia. Justement sur, je pense, son rapport au fantastique, son rapport peut-être à Lovecraft et l'influence qu'il a pu avoir sur son œuvre. Donc je me dis, c'est bête parce que franchement, elle avait tout pour que je l'apprécie. Parce que voilà, elle s'inscrit dans ce côté un petit peu fantastique, un petit peu dark et tout. Mais je sais pas, peut-être que c'est pas le bon bouquin, peut-être qu'il fallait que je persévère, j'en sais rien. Mais là franchement pour moi on était au-delà de ce que je pouvais encaisser. Donc bref, Gods of Jade and Shadow, désolée. Heureusement, à partir de maintenant, on va parler de lecture de qualité. Je vous parle tout de suite de Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. Il s'agit d'un roman fantastique écrit par un couple ukrainien. La sortie est récente puisque c'était cette année et qui a été plutôt remarqué puisqu'il a reçu le Grand Prix de l'imaginaire dans la catégorie roman étranger. J'avoue que Cornelius en avait parlé de façon tellement élogieuse que j'ai pas résisté, d'autant que c'était typiquement le genre d'ambiance un petit peu dark et étrange qui est susceptible de m'attirer. J'ai bien fait de l'écouter. Alors Vita Nostra, ça vous raconte l'histoire d'une jeune femme comme les autres qui va être contactée par un organisme un petit peu spécial pour des objectifs pas très clairs. Là, vous allez me dire, c'est bien maigre ce que tu nous donnes, mais je n'ai pas envie de vous en dire plus, même si la 4e de couverture le fait. Pourquoi? Parce que je trouve que la partie introductive de ce livre est excellente. Vraiment, le début de l'histoire est très intriguant et ça m'a happé, mais immédiatement. Et je crois que ça aurait été encore plus captivant si je n'avais pas su à quoi m'en tenir pour la suite. Et là en fait la 4e de couverture vous annonce un petit peu vers quoi on va. Voilà, donc après vous faites ce que vous voulez, si ça vous suffit pas, que vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'infos, allez-y, lisez la 4e de couverture. Sinon franchement laissez-vous porter parce que je pense que c'est encore meilleur comme ça. Alors, je ne sais pas si je peux dire que j'ai aimé ce titre, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très bonne lecture. Clairement, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai pu lire auparavant et c'est très prenant, très accrocheur. Franchement, on a envie de le lire d'une traite, limite. En fait, quand je vous dis que dans un certain sens, je n'ai pas aimé, c'est pas que je n'ai pas apprécié, mais c'est parce que pour moi, la force de ce roman, c'est de vous faire ressentir la pénibilité, la violence, la dureté des épreuves que traverse son héroïne. Ce livre, il y a vraiment un côté malsain, il y a énormément de souffrance, de douleur, et du coup, d'un certain côté, ça met mal à l'aise. Et c'est le but, je crois. Et en ce sens, c'est hyper réussi, mais c'en est tellement réussi que voilà, soyez prévenus. Du coup, je tiens à souligner que pour moi, la fin
est vraiment une bonne fin, une fin très réussie. Alors, elle en laissera peut-être certains sur leur fin, haha, t'as vu le jeu de mots. Et pour moi, c'est vraiment une fin qui est parfaitement en accord avec le propos et la tonalité de l'ensemble du livre. Moi, la fin, c'est une libération. Et pour moi, la fin, c'est ce qui vient donner un petit peu la clé et la réponse sur la manière dont il faut voir tout le reste du récit. Voilà. Et du coup, moi j'ai trouvé ça très très bon. N'hésitez pas à venir en discuter en commentaire parce que voilà, c'est une fin qui peut être assez sujette à interprétation et donc je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Bref, lisez-le, c'est très atypique, c'est très bon, même si clairement c'est pas une lecture feel good du tout. J'ai vraiment très hâte d'avoir les 2 autres tomes de la trilogie en main. Oui, puisque du coup il s'agit d'une trilogie qui s'intitule Les Métamorphoses. A priori, j'ai lu qu'il allait s'agir d'une anthologie et donc que les tomes n'auront quasiment aucun rapport entre eux. Le point commun, visiblement, c'est la thématique donc de la métamorphose et la fameuse phrase en fait que vont former les titres de chaque tome mis bout à bout, c'est-à-dire Vita Nostra, donc notre vie, brevi est, et brève, brevi et finitur, elle finira bientôt. Vita Nostra brevi et finitur, notre vie est brève, elle finira bientôt. Ouais, ça vous donne une idée de l'ambiance. J'ai vu que donc le 2e tome brevi est va a priori parler d'un espèce de jeu vidéo un petit peu bizarre qui a une influence sur les gens. Donc je suis hyper curieuse, ça me rappelle un petit peu vaguement le problème à 3 corps, je sais pas si vous voyez. Donc bravo Marina et Sergei Diatchenko, je vais suivre ça de près. On termine en beauté avec une lecture d'ailleurs qui je pense ira parfaitement à la saison automnale, Rebecca de Daphné du Maurier. C'est une autrice britannique du XXe siècle. J'avais grandement apprécié la lecture de son roman L'Auberge de la Jamaïque et la lecture du recueil de nouvelles Les Oiseaux. C'est une autrice qui manie avec une immense maîtrise le suspense et le fantastique. Rebecca est considérée comme son chef-d'œuvre et fait d'ailleurs partie des œuvres de Daphné du Maurier qui ont été portées au cinéma par Alfred Hitchcock. Pour vous expliquer de quoi ça parle, je suis obligée de dépasser un petit peu les premières pages du roman. Rebecca vous raconte l'histoire d'une jeune fille de condition modeste qui va rencontrer un jour un certain Maximilien de Winter, un homme d'une 40aine d'années, veuf. Il est extrêmement riche et propriétaire d'une magnifique demeure au bord de la mer qui s'appelle Manderley. Maxime de Winter va la choisir pour seconde épouse. La jeune fille va donc devoir prendre la suite de Rebecca, la première épouse de Maximilien de Winter, qui est mort tragiquement il y a de ça quelques temps. À partir de là, va s'installer une ambiance assez oppressante à Manderley pour la jeune héroïne, puisque celle-ci n'a de cesse de se comparer à Rebecca. Il semble que Rebecca, donc la première épouse, était une maîtresse de maison absolument incroyable, une beauté fascinante, d'une intelligence extraordinaire, puis au fond, est-ce qu'elle sait qui est vraiment Maxime? Comment va-t-elle faire pour s'en sortir avec son nouveau mari, avec cette nouvelle demeure immense à gérer alors qu'elle n'a pas été élevée pour ça, puisque c'est une fille de condition somme toute modeste, contrairement à Rebecca, qui était a priori née dans ce milieu extrêmement aisé. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que ce roman est absolument passionnant, l'ambiance est extrêmement réussie. Il y a ce côté où on est à la fois émerveillé par cette splendide demeure, ce lieu magnifique qu'est Manderley, et où en même temps on est aux aguets, un petit peu comme l'héroïne, aux aguets de ce que pourraient être les intentions de toutes les nouvelles personnes avec lesquelles elle interagit. Bref, c'est un roman plein de mystères qui se lit tout seul et que vous n'aurez absolument pas envie de lâcher jusqu'à avoir connu le point final. Le point que j'ai trouvé particulièrement réussi dans Rebecca, c'est qu'à mon sens, Daphné du Maurier nous invite à avoir un regard critique,
à lire ce livre avec du recul. Pourquoi? Parce que ce récit est raconté à la première personne du point de vue du personnage principal, donc qui est l'héroïne. Héroïne, d'ailleurs, c'est un coup de génie qui n'est jamais nommé, contrairement à Rebecca, dont le nom revient constamment, ce qui en fait matérialise un petit peu le poids de ce que peut représenter la figure de ce personnage pour notre héroïne qui se sent finalement tellement en dessous qu'elle en est anonymisée. Pourquoi je vous dis qu'il faut avoir du recul? Parce que moi j'ai vraiment l'impression que Daphné du Maurier a mis un petit peu d'elle à la fois dans l'héroïne et dans Rebecca. On apprend au cours du récit que Rebecca adorait sortir en bateau, seule. Or, c'est précisément ce que faisait Daphné du Maurier. Rebecca, c'est un personnage complexe dont le jugement est finalement prononcé à la fin du livre. Mais je ne suis pas forcément sûre que ce qu'en retienne l'héroïne soit ce qu'il faut réellement retenir sur ce personnage. En réalité, pour moi, Rebecca, c'est une œuvre qui critique les apparences, qui critique les jugements qu'on peut faire rapidement, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire de ceux que la strate, on va dire, aisée de la société peut faire envers les personnes de plus basse condition, à l'image, on va dire, de la condescendance que certains personnages vont avoir pour l'héroïne, mais aussi du regard inverse, du regard finalement rempli d'envie que va pouvoir avoir quelqu'un comme notre héroïne sur justement la haute sphère qu'elle rêve de rejoindre. Finalement, pour moi, cette héroïne, elle est à la fois très courageuse et en même temps, elle est complètement dévorée et aveuglée par sa jalousie et par son complexe d'infériorité envers la figure de Rebecca. Pour moi, comme les autres œuvres de Daphné du Maurier, c'est un livre qui est plein de subtilités, dont l'ambiance est parfaitement maîtrisée et je vous le recommande vivement. Voilà, c'en est tout pour ces quelques avis. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des œuvres que j'ai présentées si vous les avez déjà lues. Moi, je vous souhaite de faire de très belles lectures en cette saison qui, ma foi, se refroidit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!